il explique comme ceci. Il dit aujourd'hui, nous sommes familiarisés et à la fois fascinés par l'intelligence animale. Mais encore 2 jours, il y avait une émission à la télévision sur les fourmis et le travail d'organisation des fourmis. Mais c'est gigantesque. D'abord, ils sont 100 fois plus doués olfactivement qu'un homme. Ils ont des capacités de management, etc., dont on aimerait en avoir le 10e. Il dit, ça, on est fasciné aujourd'hui par le potentiel animal et en particulier le potentiel de l'Homo africanus. L'homme d'Afrique, un des plus anciens qu'on connaisse aujourd'hui, mais rassurez-vous, comme on en découvre tout le temps. Ça recule. Mais l'Homo africanus, avant de devenir l'homme de Néandertal et le sapiens, hein, il était, mais nous avons peut-être gardé 20% de ses capacités. L'homme moderne n'a plus que 20% des capacités de l'homme d'autrefois. Alors ça nous interroge beaucoup. Mais quel est le propre de l'homme dans tout ça, posé par ce généticien athée? Et voilà sa définition de l'homme, je vais vous la donner, vous aurez la définition du mythe. De ce que chacun de nous relit de son histoire et appelle mythe pour lui donner de l'importance. L'homme se distingue de l'animal du fait que, comme l'animal, un peu moins doué que l'animal, il a une mémoire étonnante. L'animal, 20 fois plus. Une mémoire d'éléphant. Mais le propre de l'homme est d'être capable, et ça l'animal ne peut pas le faire, il est capable d'emmagasiner dans son cerveau ses mémoires, ça l'animal le fait, mais de revenir sur ces mémoires, cette capacité de retour sur mémoire, pour en faire un projet d'avenir, pour un avenir meilleur de l'homme, et en particulier une issue à sa propre mort. Voilà ce qui fait un homme. Cette capacité à revenir sur la mémoire. Alors qu'est-ce que c'est la mémoire? La mémoire, c'est la mémoire de son environnement. Sa mémoire, c'est le Nil, c'est... Voilà. Il est capable de revenir sur sa mémoire, ses souvenirs de l'environnement, ça l'animal le fait mieux que nous, mais il est capable de revenir dessus pour en faire un projet d'avenir. C'est-à-dire, il est capable de faire de son environnement un monde ouvert sur un au-delà du monde. Voilà. Et c'est ça que nous avons appelé le cycle mythique. Naissance, mort, voilà. Il est capable de faire ça. À quoi? À quel moment va-t-on dire ça, ce n'est plus un singe, c'est un homme? Quand on le voit enterrer ses morts. C'est-à-dire célébrer le projet sur mémoire, son projet, revenant sur sa mémoire, son projet d'un au-delà de sa limite, la mort. Quand il enterre ses morts rituellement, on dit c'est un homme, ce n'est plus un animal. C'est joli, hein? L'acte de foi, le premier acte de foi biblique, et on va essayer de bien réfléchir sur ça, ça va être de voir comment un mythe, oh, je ne devrais pas employer ça, comment un projet d'avenir
donnant à son cosmos un au-delà. Je pourrais dire comment une conception de l'homme, me voilà parti, je suis chrétien. L'homme, ça n'existe pas. Comment vous voyez ce que je veux dire, l'homme, ça n'existe pas. Il y a un tel, il y a tel. Comment un homme dans une certaine configuration historique et dans une certaine configuration, un environnement cosmique, est capable de relier tout ça en se donnant, par retour sur mémoire, en se donnant un projet d'avenir. Et donc, ce travail va être différent chez un Égyptien autour du Nil, chez un Mésopotamien, chez un Ougarite pour qui il y a un arbre de vie au sommet de toute colline, pour un homme du désert, nos gens qui viennent du désert. Ça va ? Alors il va falloir nous intéresser comment l'homme qui vient du désert et qui rencontre, à partir du XIIe siècle, on pense qu'il y a eu une immigration des semi-nomades vers Israël. Pourquoi ? Parce que le mythe cananéen s'effondre à cause des Hittites et à cause des Philistins qui ont inventé le fer. Et donc il y avait des armes bien plus compétitives. Comment nos semi-nomades qui rentrent dans le gruyère du nord du pays, parce que les Cananéens s'effondrent, démantelés par les Hittites, les Philistins, etc., comment vont-ils rentrer dans le gruyère et faire, alors qu'ils ont une manière de regarder leur environnement désertique et de lui donner un projet d'avenir. Ils ont leur manière. Je fais exprès de ne pas employer le mot mythe, parce que c'est un truc à trous, les mythes. Enfin, c'est ça. Je fais exprès de ne pas l'employer. L'employer peu si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Mais l'environnement, mon histoire relue dans l'environnement, avec la capacité d'y voir un au-delà, les semi-nomades dans le désert l'avaient. Ah, mais manque de peau. Dans le désert, on n'écrit pas. Alors ils l'avaient, mais il n'y a pas de trace écrite. Ah. Ça, c'est difficile. Hein. Par contre, les Ougaritiques, ils l'avaient déjà. Les Sumériens, je réponds à une question qui était posée tout à l'heure. Les Sumériens, à part qu'ils ne l'écrivaient pas en lecture alphabétique, mais ils écrivaient ça sur des cunéiformes, sur des tablettes, ils avaient ça depuis longtemps. Les Égyptiens, ils avaient ça dans leurs hiéroglyphes. Bon, d'accord. Tous ces gens-là ont leur manière de regarder leur environnement comme le lieu où l'histoire prend sens vers un avenir ouvert sur un au-delà. Alors, l'au-delà, c'est pas un dieu à l'époque, c'est des dieux, des quantités de dieux. Voilà, j'arrête là. Hein? Et alors, on va voir comment cette rencontre entre gens semi-nomades, gens d'Égypte, gens d'Assyrie, gens d'Ougarite, gens de Moab, et pourquoi on a cherché un grand prêtre madianite, c'est-à-dire de nulle part, qu'on va appeler Moïse. Pourquoi on a été où est-ce qu'on a été chercher cet écrivain primaire ou primordial, où on a été le chercher et pourquoi? Voilà ce qui va intéresser l'exégèse. Mais ne vous empêchez pas d'être bon chrétien. Hein.